Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 53e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le défi de Adlar a été diffusé le 16 octobre 2021 et marque le début du combat entre Adlar et le nouveau duo de chevaliers dragons. Il adapte les événements de la moitié du chapitre 187 jusqu'aux 3/4 du chapitre 192, terminant enfin le tome 20 et démarre à toute vitesse le 21e volume de l'œuvre originale. La réalisation et le storyboard de cet épisode ont été confiés à Hiroyuki Kakudo, qui en est déjà à sa 7ème participation. Si vous suivez nos reviews depuis le début, vous constaterez que ces épisodes sont en général les plus pauvres de la série. Et ce n'est pas forcément un manque de talent, mais plutôt un gain de temps. En effet, Kakudo réalise toujours des épisodes assez fixes, ce qui va permettre aux animateurs de gagner du temps sur la production de l'épisode. Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes dans une série longue, il est donc très important de respecter les plannings. Malheureusement pour nous, cela sacrifie quelques épisodes. Le directeur d'animation est le vétéran Yuichi Amano, que nous avons déjà vu à ce poste sur l'épisode 40. Il a fait un bon travail, qui rend l'épisode assez homogène sur son design, notamment la partie B qui dispose de quelques scènes assez jolies. Le roulement de la supervision de l'animation continue, et nous y retrouvons Katsumi Tamegai, qui est déjà de retour après s'être chargé du 51e épisode. Il est enfin temps d'analyser ce 53e épisode, et nous verrons ensemble qu'il s'est démarqué par une relative mollesse, malgré un combat initialement sous haute tension. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Fenbren se projette sur Baran pour l'embrocher par surprise. Heureusement, Dai s'élance sur la pièce de Recalque pour la couper en deux avec un avance trash. La mise en scène est un peu molle et sans effet particulier autour de l'attaque. Un impact frame aurait été par exemple le bienvenu, et il faut bien avouer que la technique suprême d'Avan paraît assez fade. Ceci étant dit, même si elles étaient plus dynamiques, les planches de base proposaient également un résultat assez sobre lors de la mort de cet ennemi. Pour sa défense, l'anime a bien réussi à marquer la résistance de l'eau lorsque Dai débute son attaque, ce qui est plutôt bien vu. Fenbren comprend alors avant d'exploser que c'est bien le jeune garçon qui l'a vaincu, et non Baran. La sinistre pièce d'échec est exaspérée que d'autres guerriers plus puissants que lui existent, et ses dernières paroles sont pleines d'aigreur. Quant à Dai, il s'aperçoit qu'il a pu dégainer sa lame sans même se concentrer. Dans le manga, le travail sur la luminosité sous-marine était assez recherché dans plusieurs cases, avec plusieurs arrière-plans foncés pour marquer la profondeur de l'eau. Baran découvre pour la toute première fois l'épée de Dai et la trouve magnifique. Le regard du chevalier dragon n'a pas bénéficié de la même fidélité que dans l'épisode précédent, et on ne retrouve malheureusement pas la douceur que l'on pouvait ressentir dans la planche de base. Maintenant que la voie est libre, Baran et Dai lancent un assaut commun sur la porte souterraine du palais de Vern. La scène est encore assez molle, et même si les protagonistes sont sous l'eau, l'effet de leur vitesse n'est pas palpable. De plus, dans le manga, Baran et Dai concentraient leur aura avec des planches mettant en valeur leurs insignes respectifs. Cette partie a été supprimée, et c'est vraiment dommage, c'était quand même bien la classe. La porte ne peut évidemment pas supporter la puissance de ce duo et explose. Dans le manga, cette scène était assez classique et ne faisait pas dans la surenchère. Cette sobriété a été reprise dans l'adaptation, mais aurait été peut-être plus intéressant de travailler davantage sur la mise en scène. Les tremblements se font ressentir jusqu'à la surface, et à ce sujet on peut constater que la reine Albinas garde son calme, là où dans le manga elle semblait davantage surprise. C'est un aspect récurrent de cette adaptation, qui a décidé de rendre la garde d'Adlar plus neutre dans ses diverses réactions. Pendant ce temps, Mistevern ressent lui aussi la destruction de la porte. Comme on peut pas voir son visage, on peut pas savoir s'il le dit à haute voix ou si ça reste dans ses pensées comme dans le matériel d'origine. Oh mon dieu! Des gravats tombent dans le verre de vin de Vern. Ce dernier étant souillé, il se fait vaporiser, et l'empereur du mal en redemande un immédiatement. Ah c'est junkie, une seule dose vous manque et tout est dépeuplé. Bref. La porte étant pulvérisée, Dai et Baran peuvent enfin entrer dans le Vern Palace. L'animation est encore un peu molle, et même si on peut toujours mettre cela sur le dos de la résistance de l'eau, la planche de base suggérait plus de vitesse. L'épisode propose tout de même plusieurs plans fidèles, à l'image du serrage de paluche entre Mam et Pop pour se féliciter de la tournure des événements. Le brassard de Fenbren se brise, et la garde d'Adlar réalise qu'il a été vaincu. Im souhaite venger son camarade et croiser le fer avec Baran et Dai, mais Albinas lui rappelle le serment de la garde envers Adlar. Et oui, c'est à ce moment-là dans le manga que l'on assistait à un flashback qui avait été placé au début de l'épisode 51. Une superbe case nous présentait le visage de Im, avec un arrière-plan du guéridon accompagné du verre qu'Adlar avait fait tomber à cause de son état de santé. On pouvait ainsi découvrir les effets de la transformation d'Adlar sur son corps, et Im s'était engagé à tout faire pour que son seigneur puisse vivre son dernier combat. Pop comprend que les soldats vont tout faire pour les retenir, et que le seigneur du mal va se donner corps et âme dans son affrontement avec les chevaliers dragons. Sa réaction a été modifiée, dans le manga on pouvait voir le jeune mage bouche bée avec un fond noir. Le duo père et fils se retrouve enfin face à Adlar, et c'est là-dessus que le tome 20 se terminait, avec un suspense incroyable. Et il faut bien reconnaître que la scène ne prend guère son temps pour ce face-à-face.
et que la tension aurait pu être plus importante avec un rythme plus posé. De plus, dans le manga, Merle avait une vision des événements à venir, ce qui a été supprimé ici. Elle indiquait qu'un terrible combat allait commencer, et que l'ennemi était peut-être plus fort que Dai et son père réunis. C'était d'ailleurs durant cette scène que Yunkel décidait de repartir au combat, après avoir entendu les prédictions de la diseuse de Bonaventure. Dans cette adaptation, le guerrier immortel était déjà parti lors de l'épisode précédent. Il sera intéressant pour les amateurs du manga de constater que ces petites modifications dans le placement des scènes concernent les personnages de Im et Yunkel. Ce qui n'est peut-être pas un hasard. En parlant du jeune BG d'ailleurs, il refait surface lors du combat contre la garde d'Adlar. Sa détermination et son calme reprennent bien la planche d'origine. Im est ravi de voir son rival sur le champ de bataille, et comme souvent dans cette adaptation, il le dit à haute voix, là où dans le manga il ne faisait que le penser. C'est sur cette irruption du BG immortel que se terminait le chapitre 189, et le début du chapitre 190 bénéficiait d'un plan incroyable sur le BG. La reine ne comprend absolument pas comment il a pu se remettre aussi vite de ses blessures, tandis que Mam s'inquiète également de l'état de son frère d'armes. Dans le manga, la jeune femme était entourée d'un fond assez particulier pour marquer son incompréhension et son malaise. L'arrivée de l'ancien Leia est pourtant efficace, et redonne de l'énergie à Crocodile qui propulse la tour avec un German suplex dont seul Brock Lesnar a le secret. La violence et la puissance du roi des carnassiers est bien adaptée, et reprend avec brio la page de base. Pop remercie quant à lui Yunkel pour sa présence, et essaye de trouver les mots pour qu'il ne soit pas qu'un support psychologique. Le jeune magicien lui demande de se reposer, et continue petit à petit de prendre un rôle de leader naturel. C'est pourtant bien mal connaître le guerrier immortel, qui continuera de se battre quoi qu'il arrive. De plus, il comprend qu'Adlar va se donner corps et âme dans son affrontement, et il est urgent de retrouver Dai pour lui prêter main forte. Dans le manga, cette introspection était réalisée sur fond noir. Et comme d'habitude, cette direction n'a pas été reprise dans cette adaptation, blablabla, en pinaille, blablabla, vous connaissez la chanson. Bref, du retour du côté d'Adlar, celui-ci avoue qu'un combat contre 2 chevaliers dragons était son pire cauchemar. Mais il semble s'être transcendé pour accepter cette confrontation, et il donnera tout pour aller au bout de ses limites. Le roi du mal avoue cependant qu'il n'avait pas prévu la désobéissance de Fenbren. Il comprend que son ambition et son orgueil n'ont pas totalement disparu, et que ses défauts ont été transmis à sa création. Dans cette adaptation, pour parler des sentiments qu'il insufflait à Fenbren, Adlar dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais dans la traduction française de Fédois Lamodière aux éditions Tonkam, il disait que les enfants ressemblaient toujours à leurs parents, même s'ils prétendaient le contraire. Cette traduction fait ainsi plus écho à la dualité entre Dai et son père. Adlar sonne le début du combat contre Dai, et prévient que si Baran venait intervenir, il le massacrera sans état d'âme. Bien que Tomokazu Seki fasse très bien son travail, le travail sur le faciès d'Adlar à ce moment est un peu timide, car il semblait plus vindicatif dans la case de base lorsqu'il hurlait. Le daron moustachu pense qu'Adlar n'a pas assez progressé pour vaincre les 2 chevaliers dragons, pourtant Dai va lui apprendre son changement en archimère. Et bien que l'association du père et du fils semble décisive pour vaincre Adlar, Baran semble s'accrocher à la fierté des chevaliers dragons. Cette remarque fera probablement penser à d'autres personnages de shonen, à l'image de Vegeta qui refuse régulièrement de se battre en duo contre leur adversaire. Pendant ce temps, Vern continue d'assister à la scène et s'enquiert de l'avis de son fidèle Mist sur la tournure des événements. Adlar risque d'avoir fait une erreur en se séparant de sa garde et risque de perdre le combat. Ainsi, l'éminence grise craint que les chevaliers dragons puissent pénétrer dans le palais. Pourtant, Vern semble extrêmement confiant qu'aucun de ses adversaires ne pourront voir son visage. Son faciès fait froid dans le dos, et l'équipe a vraiment bien repris la case de base dans laquelle on comprenait bien que le dieu du mal avait déjà préparé cette éventualité. Dans le manga, un arrière-plan marquait d'ailleurs cette sensation de malaise, tandis que Vern souriait et concluait le chapitre 190. De retour à l'entrée du Vern Palace, Baran est déçu par le manque de fierté de Dai, mais celui-ci entend bien montrer que sauver ses amis est plus important que de l'orgueil mal placé. Et pour montrer à son père à quel point Adlar a changé, Dai décide de l'affronter en premier. Bien qu'elle soit un peu rapide, la scène durant laquelle le jeune garçon s'annonce reprend bien la page de base. Et Baran va vite s'apercevoir qu'Adlar a non seulement progressé, mais dispose également d'une épée capable de faire jeu égal avec la sienne. Le combat débute, et les lames s'entrechoquent. Elle crée un souffle, ce qui était présent dans le manga, et a bien été adapté ici. Le daron moustachu est obligé d'admettre que son fils n'a plus rien d'un débutant, et que ses coups sont aussi puissants que les siens. On pouvait d'ailleurs davantage ressentir sa surprise à travers son regard dans le manga. Bien qu'il soit déjà très puissant, Adlar indique à Dai qu'il ne lui a pas montré toute l'étendue de sa puissance, avec un zoom sur son œil déterminé. L'archifiélon utilise alors une arme dans son bras gauche, le Hell's Chain, et blesse Dai au visage. Le matériel de base est respecté, et peu de censure a été appliquée. On pourra toutefois remarquer que le sang ne gicle pas quand Dai est prise au piège dans ce fouet de lame, tandis que dans le manga, les dégâts corporels étaient bien plus visuels. Totalement pris au piège, Dai va subir plusieurs Yora en pleine poire, et c'est probablement une des scènes les plus décevantes de l'épisode. L'animation des sorts d'Adlar est assez minimaliste et ne traduit pas suffisamment la violence des planches de base.
ainsi que la rapidité de cet incroyable ennemi. De plus, le regard de Baran devant ce carnage a été complètement changé. En effet, à la base, il en perdait ses pupilles afin de montrer sa stupéfaction, tandis qu'ici son regard est neutre. Il en résulte une baisse d'intensité par rapport au matériel d'origine. Cela ne devrait pas être choquant pour ceux qui découvrent l'affrontement, mais cela aura peut-être fait tiquer les connaisseurs du manga. Au-delà de la mise en scène, plusieurs plans sont assez vilains et auraient mérité plus de travail, à l'image d'Adlar concentrant son Yonazun. Fort heureusement, l'avance trash et la contre-attaque d'Adlar ont bien été adaptés, avec des effets de distorsion lors des mouvements, ce qui apporte des effets de vitesse intéressants. La page durant laquelle les adversaires utilisaient leurs techniques respectives était vraiment classe, et sur ce point, l'épisode n'a pas démérité. Baran prend conscience de l'immense pouvoir d'Adlar, son fils n'avait pas exagéré. Le roi du mal se régénère déjà, le chevalier dragon s'aperçoit que son adversaire a un cœur des ténèbres greffé dans son corps. Dans le matériel d'origine, on pouvait voir une image qui montrait ce qui se passerait si le cœur des ténèbres prenait feu. Les mortes terres seraient instantanément rayées de la carte. Vern a décidément tout prévu, et a fait implanter un cœur des ténèbres dans le cœur d'Adlar lors de sa résurrection, pour parer à toutes les éventualités. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir exactement quand il a réalisé cette opération, car ça n'est pas tout à fait clair. Nous avons plusieurs théories. En premier lieu, il aurait réalisé cette opération il y a de cela 15 ans, lors de la défaite d'Adlar face à Havan. Pour retrouver son pouvoir, il a dû dormir pendant 13 ans, ce qui a pu laisser au dieu du mal le temps d'installer cette arme démoniaque. La deuxième éventualité serait suite à sa défaite contre Yunkel sur l'île de Valge, pendant l'arc Flazar. Adlar ayant eu ses 2 cœurs percés par le BG, et ressuscité par Vern par la suite. Il aurait pris cette précaution pour plus tard, voyant ses ennemis devenir de plus en plus forts. D'ailleurs, on peut aussi se demander si la marque d'Adlar ne serait pas un effet secondaire du cœur des ténèbres. Heureusement que le sort combiné de l'épisode 33 n'a eu raison que des jambes du notre roi du mal, sinon qu'est-ce qui se serait passé? L'empereur du mal n'avait pourtant pas prévu que le roi du mal se transforme en archimère, et comme ses progrès ont été fulgurants, la bombe est désormais prête à exploser n'importe quand. C'est pour cela que le corps d'Adlar se dégrade. En réalité, cela n'a rien à voir avec sa transformation. On peut voir à quel point le dieu du mal est un stratège sans pitié, allant jusqu'à utiliser le corps de l'un de ses plus fidèles soldats. Plusieurs plans de Vern sont splendides et rendent hommage au manga qui jouait beaucoup sur la luminosité et les nuances de noir afin de mettre en valeur ce plan dans l'ombre. Dans le manga, Vern dit à Mist qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il n'a pas greffé de cœur des ténèbres dans son corps. Il indique également que cela aurait été superflu. De son côté, Baran a déjà pu expérimenter dans sa vie les effets du cœur des ténèbres. Il s'agit d'une arme créée à partir d'un cristal des ténèbres, qui absorbe l'énergie maléfique à l'infini. Sa puissance de destruction est incroyable, et fut tout de même utilisée contre Baran par Velzer, le roi des dragons des enfers. Souvenez-vous, il y a 15 ans, pendant qu'Havan tentait de mettre fin au règne d'Adlar sur Terre, le chevalier dragon affrontait Velzer dans les enfers. Quand le cœur des ténèbres explosa à cette époque, un continent tout entier des enfers fut soufflé. Le manga disposait alors de 2 pages expliquant cette période de la vie de Baran, et il était vraiment saisissant de pouvoir revoir son visage étant jeune. Comme Vern n'a pas hésité à s'en servir, Baran comprend qu'il ne désire pas dominer le monde, mais le détruire pour mieux le reconstruire après. Le dieu du mal semble confiant envers son plan, et en détruit son échiquier, comme si le résultat était connu d'avance. Il décide tout de même d'assister à la fin de son cher bras droit. De son côté, Miss Vern espère qu'Adlar sortira vainqueur de son combat, et que sa mort soit glorieuse. On peut vraiment voir que l'éminence grise a du respect pour ce qui est devenu l'ancien roi du mal. Toutes ces réflexions étaient faites sous forme de pensée dans le manga. L'éminence grise ne révélerait probablement jamais le fond de sa pensée à haute voix. Maintenant que Dai et Baran savent que le cœur des ténèbres peut exploser à n'importe quel coup d'épée magique ou de sort, il ne faudra compter que sur des attaques physiques. Le cœur a trop absorbé des pouvoirs magiques d'Adlar, et sa limite a été atteinte. Ainsi cela va considérablement augmenter la difficulté du combat. L'épisode se termine tandis qu'Adlar fait exploser son armure pour révéler sa vraie nature. Les effets de lumière de base ont été bien repris. On a vraiment hâte de voir la suite. Est-ce qu'Adlar va apprendre la trahison de Vern? Et comment les chevaliers dragons vont-ils pouvoir lui faire face avec tant de handicap? Le suspense est à son comble. Le bourreau Hiroyuki Kakudo est encore passé par là. Tel un Kilvern, il prend notre belle série en otage en proposant des épisodes d'une qualité discutable. Comme nous l'évoquions dans la partie staff, son rôle est surtout d'alléger la charge de l'équipe et leur faire gagner du temps. Malheureusement, c'est des épisodes que l'on sacrifie avec ce genre de méthode. Tout de même, nous pouvons nous estimer heureux qu'ici l'animation n'avait pas beaucoup de place, et le scénario du manga se voit bien respecté dans l'ensemble. Cette partie de l'histoire étant assez verbeuse, car posant plusieurs éléments déterminants pour la suite de l'aventure, il a fallu rythmer cela décemment. Si la partie A de l'épisode est un peu molle, il faut avouer que la partie B est plus convaincante, même si animer la partie de Velzer n'aurait pas été du luxe. Parmi les bonnes idées à relever, mettre l'arrivée de Yunkel dans cet épisode et non dans le 52, tout de suite après la plage comme dans le manga, permet d'être moins déconcertant.
Enfin bref, la bonne nouvelle c'est que maintenant tout est placé, c'est parti pour la baston, et les prochains épisodes vont être exceptionnels. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-le nous dans les commentaires. Cette 53e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez bien soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.